Excellent. Je crois qu'on est live. Donc, si vous voulez repartager sur vos réseaux sociaux, on va pouvoir commencer la discussion. Donc, si on fait une petite introduction, grosso modo, c'est donc aujourd'hui, on se rencontre au niveau du financement au démarrage d'entreprise. Donc, Carl-André Pellequin d'Option Travail, je me présente. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder différents sujets relatifs aux finances au démarrage. Donc, j'ai la chance d'avoir trois experts avec moi qui travaillent avec les entrepreneurs de très près depuis longtemps à différents niveaux. Donc, il y a plusieurs questions qu'on va explorer. Je ne sais pas si déjà vous voulez faire un petit tour de table rapide pour vous présenter. Pierre? Moi, Pierre Pelletier, je travaille chez Filaction, qui se veut un fonds d'investissement relié à Fonds d'Action. Je suis là depuis 8 ans. Je suis chargé de portefeuille là. Mon rôle est de faire du financement, aussi faire de l'accompagnement pour les clients qui sont déjà financés chez nous. Merci. Maxence? Bonjour, Maxence Joseph. Moi, je travaille chez Ressources Entreprises, donc un OBNL qui a pour mission d'être le pôle d'information d'affaires pour les entrepreneurs de l'Est du Québec. Donc, mon rôle est majoritairement de rechercher et sélectionner les programmes qui vont être pertinents pour financer et aider les entrepreneurs. Puis, je travaille aussi au niveau des permis de réglementation, tout ce qui est démarrage, regarder tout ce qui pourrait s'appliquer à votre projet afin de vous permettre d'éviter des écueils, je dirais, réglementaires. Merci beaucoup. Stéphane? Oui, bonjour, Stéphane Gagnon. Je suis gestionnaire de communauté entrepreneuriale pour Futurpreneur. Futurpreneur, c'était aussi un OBNL qui est pan-canadien dans notre pour nous, qui sommes là pour les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs en démarrage, pour ceux qui ont entre 18 et 39 ans inclusivement. On offre effectivement aussi de l'accompagnement, du financement et également du mentorat. Donc, c'est nos trois principaux services que, selon les questions, selon les thèmes, on pourra revenir dessus. Excellent. Bien, le mentorat, je trouve ça intéressant. J'aimerais ça qu'on y revienne plus tard là, pour comprendre pourquoi ça se rattache au financement. Mais déjà, j'aimerais qu'on aborde une question toute simple, à dire, on entend souvent dire que l'argent est comme partout, qu'en ce moment, il y a beaucoup d'argent disponible, que c'est, facile d'aller chercher de l'argent. Maxence, peux-tu nous dire pourquoi et où cet argent-là? Comment on fait pour le trouver? En fait, en effet, il y a quand même beaucoup de fonds disponibles. Mais avant de se poser la question justement de où est-ce que c'est, il faut d'abord se poser la question de où est-ce qu'on part. Parce qu'il faut comprendre que tous ces fonds-ci, qui sont au niveau parfois municipal, parfois provincial, parfois fédéral, et parfois dans des organismes comme Futurpreneur avec Stéphane ou dans le cas de Filaction, on peut trouver cet argent-ci, mais il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui correspond à mes besoins. Donc, quand on se pose cette question-ci, après ça, on a un ensemble d'informations qui peut arriver. En particulier, ce que je cherche à acquérir avec cet argent, c'est quoi? Est-ce que c'est pour acheter des équipements? Est-ce que c'est pour avoir du fonds de roulement? Est-ce que c'est pour financer de la masse salariale pour le démarrage? Puis, dépendamment de la réponse à cette question-ci, déjà, on va avoir différents acteurs. Par exemple, pour ce qui est d'achat d'équipement, je vous dirais que du côté de BDC ou d'une banque traditionnelle, on peut trouver ça, même chose du côté des garanties de prêt de l'Industrie Canada. Pour ce qui est de la masse salariale, c'est certain, je vais vous dire d'aller voir maintenant Service Québec, mais dans le temps, c'était Emploi Québec. Après ça, il y a d'autres questions qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme par exemple le type d'entrepreneur que vous êtes. Il y a des fonds spécialisés pour femmes, pour jeunes, Stéphane va pouvoir en parler, pour autochtones, pour, en fait, je dirais, communautés visibles ou immigrants. Et il y a un ensemble de fonds qui visent spécifiquement certains types de clientèle. Finalement, il y a un autre critère à prendre en compte qui va être où est-ce que vous êtes situé. Il y a des fonds qui sont territorialisés, en particulier lorsqu'on parle des fonds municipaux ou des MRC, ainsi que des SADC qui offrent des fonds spécifiquement pour le démarrage. Puis finalement, une dernière question qui peut parfois même être la première, c'est quoi le statut juridique de votre entreprise? Est-ce que vous êtes un travailleur autonome? Est-ce que vous êtes une OBNL, une coop, une entreprise incorporée? Parce qu'encore une fois, vos modes de financement vont être différents à ce niveau-ci. En fait, la meilleure manière de réussir à savoir où trouver l'argent, c'est de discuter avec un conseiller, puis potentiellement aussi avec moi, puis on va pouvoir regarder ensemble quels seraient les fonds, puis pour vous, quelle va être la meilleure solution, ou en fait un ensemble de meilleures solutions de financement. OK. Mais donc, je comprends que c'est pas juste chercher de l'argent pour chercher de l'argent. Ça prend comme une raison derrière ça, de dire c'est qu'est-ce que je finance avec cet argent-là, finalement. Exactement. OK. Bien, c'est intéressant. Puis, dans le fond, tu parlais, entre autres, là,
du profil de l'entrepreneur. Stéphane, comment tu gères ça, toi, quand tu as un projet qui arrive? Comment tu gères le profil de l'entrepreneur versus le projet qu'on te présente? Justement, est-ce que ça influence un peu le type de financement ou le financement que tu peux offrir ou la négociation que tu fais avec? Oui, effectivement, je veux dire, parce que l'entrepreneur reste, le projet peut passer, il peut s'arrêter à un moment donné pour différentes raisons, pas nécessairement pour la fermeture de l'entreprise, des fois parce que l'entreprise est vendue ou quoi que ce soit. Mais miser sur l'entrepreneur, c'est une clé importante parce que, à quelque part, ce qu'on veut, le grand objectif que je dis toujours, c'est on veut développer des entrepreneurs. On le fait par le biais des entreprises. Puis, tu sais, je pense que on est là pour travailler avec les humains. Fait que l'ensemble il y a un bel équilibre, puis dans notre cas, peu importe tu sais, avec qui vous travaillez, je pense que tu sais, il y a un équilibre entre le projet et l'entrepreneur. Parce que faut comprendre qu'il y a une notion qui est très importante, aussi bien dans le projet, dans le plan d'affaires que l'entrepreneur, c'est toujours de se poser la question, est-ce qu'on a confiance au projet? Est-ce qu'on a confiance à l'entrepreneur? Un peu comme notre économie est basée sur la confiance, ben, investir dans une entreprise, c'est basé sur la confiance également. Donc, c'est deux éléments qui sont super importants. Et là, tu sais, des entrepreneurs parfaits, on en voit, mais tout le monde commence à quelque part. Donc, on ne demande pas que vous ayez toutes les compétences, toute l'expérience et autres dans un projet de démarrage. Au contraire, je pense que avoir une spécialisation, ça peut vous aider. Avoir une expérience, ça vous aide, c'est certain. Avoir une vision, ça vous aide dans votre projet de façon évidente. Mais aussi être capable de vous entourer, de connaître vos limites, de connaître vos faiblesses, je vais le dire de cette façon-là, de voir un petit peu qu'est-ce qui est nécessaire, comme d'aller chercher des ressources humaines et autres qui vous permettent effectivement de bien vous entourer. C'est ça la clé du succès à quelque part. Puis, on va y revenir, comme tu l'as dit tantôt, mais on va parler de mentorat, qui est un des aspects qui vient bien entourer aussi. Pour nous. C'est pas tout d'avoir une bonne idée, finalement. Non, effectivement, parce qu'avoir une idée, ça vaut pas grand-chose, je dirais, au départ. C'est la réalisation de l'idée et la réflexion entre amener l'idée plus loin et l'action qui sont des éléments qui viennent s'entrecroiser, qui font un plan d'affaires, un projet d'affaires, un modèle d'affaires concret qui assure la réussite de l'entreprise. Donc, tu sais, tout ça, c'est un beau mélange de projet d'affaires, mais d'entrepreneur. Puis l'entrepreneur, comme je l'ai dit, je termine avec ça, reste pour toujours. L'entreprise passe, l'entrepreneur reste à long terme. Oui, effectivement, effectivement. Puis tu parlais de lier des partenaires au projet, c'est quand même un volet important parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les compétences, on n'est pas capable de tout faire avec une seule personne, n'est pas capable de tout faire ce qu'il y a à faire dans une entreprise, donc c'est important d'avoir différents alliés. Pierre, comment tu jauges les alliés d'un projet ou comment on regarde finalement si l'entrepreneur est bien entouré, si c'est comme Stéphane dit, si c'est fiable de dire je vais investir sur ce projet-là parce que j'ai confiance? Ce qui aide beaucoup, puis Maxence en a parlé un peu tout à l'heure, c'est d'avoir des alliés au projet qui sont qui se veulent soit sectoriels ou qui se veulent géographiques. Souvent, surtout dans l'investissement en région, lorsqu'on se retrouve loin de ces centres-là, je pense qu'un projet gagnant, c'est un projet qui est bien accompagné par des ressources qui sont locales, des ressources qui connaissent bien la saveur régionale du projet, les détails qui nous peuvent potentiellement nous échapper. Même chose au niveau sectoriel, des projets qui sont pointus, comme je lance n'importe quoi, de la biotechnologie, d'autres types de projets de ce sens-là. Étant plutôt un généraliste, c'est important de s'entourer de personnes qui connaissent bien le financement dans ces types de secteurs-là, de manière à venir aiguiller, bien challenger le promoteur, mais challenger aussi les autres financiers autour de la table qui sont souvent des banquiers, qui sont souvent des BDC de ce monde, des futurs preneurs, peu importe, qui viennent un peu diriger le projet puis nous donner un coup de main là-dedans. Donc, un projet bien entouré, c'est je crois, des partenaires bien choisis. Je crois beaucoup aussi, on voit beaucoup plus ça dans l'économie sociale, beaucoup de partenaires autour d'un projet plutôt que dans l'économie libérale où parfois c'est un peu plus limité, mais je crois beaucoup à ça,
d'avoir beaucoup de partenaires autour d'un projet, surtout dans un cadre de démarrage. Ça nous offre, malheureusement, quand on arrive dans des moments moins évidents comme on vit en ce moment, ça apporte plus d'une possibilité, ça apporte plus d'une corde à un arc. Puis, l'idée, c'est qu'on soit capable d'aider tous ensemble un entrepreneur versus lorsqu'il y a seulement un partenaire autour de la table. Ça peut être souhaitable dans certains projets pour plein de raisons. Mais à ma vision, c'est important d'être bien entouré avec des bons partenaires qui sont pertinents. Et qui vont nous aider finalement à passer à travers, les moments plus difficiles, à nous aiguiller sur des lignes. Ou encore là, les bons moments à certains moments. Lorsqu'on est en croissance, d'avoir plus d'un partenaire autour de la table, encore là, ça nous apporte des clés pour diverses situations. Mais effectivement, pour la croissance, c'est un élément important de dire quand on veut faire une bonne croissance pour notre projet d'entreprise, effectivement, on doit avoir des bons partenaires pour suivre cette croissance-là. J'aimerais qu'on y revienne un peu tout à l'heure, mais avant, pour Maxence, justement, on va aller chercher ces partenaires-là. Qu'est-ce qu'on leur présente? Parce qu'on dit souvent qu'il faut aller chercher des chiffres, des données, des statistiques. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? En fait, majoritairement, il y a 2 documents, peut-être 3 qui sont importants, mais en termes de statistiques, on parle beaucoup de données de marché. En fait, il y a des choses importantes à regarder sur les perspectives de mon entreprise. Puis, j'enlève rien à chacun des entrepreneurs. Là, chacune de vos idées est, je dirais, unique, là, mais ça reste qu'on est capable d'avoir une vision globale d'une industrie avec toutes ces idées particulières, puis d'avoir une idée de cette industrie-ci en train d'être en croissance, ou bien si vous avez décidé de lancer une boutique de cirage de chaussures, ça se peut bien que ce soit plutôt en décroissance. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ces données de marché-ci, il y a la possibilité de les trouver dans différentes bases de données. Nous, ici, chez Ressources, on en offre quelques-unes, mais il y en a aussi qui sont gratuites, disponibles directement sur le web. Je pense par exemple au ratio financier de l'Industrie Canada qu'on peut trouver directement sur le web avec votre code industriel SCIAN. Après, ces données-ci, qui sont plus données de marché, il y a tout ce qui est données financières. Alors, lorsqu'on parle de bailleurs de fonds, là, puis à ce moment-ci, on parle particulièrement de 2 documents précisément au démarrage. Donc, un prévisionnel financier se basant sur 2-3 ans, avec des prévisions de vente, des prévisions de dépenses, etc. Et aussi quelque chose qui va être très important pour vous personnellement, un prévisionnel de budget de petite caisse. Donc, voir si dans vos premières années d'activité, il y a peut-être des périodes où vous estimez qu'il y aura peut-être moins de ventes ou plus besoin de liquidité. Ça pourrait vraiment être pertinent pour vous, mais aussi pour un bailleur de fonds. Puis finalement, le document que tout le monde connaît un peu maintenant, je dirais un plan d'affaires, ou si vous voulez aller à la version un petit peu plus réduite, un modèle d'affaires avec le Canva. Ça peut être ce type de document aussi qui vont vraiment vous aiguiller à la fois vous, mais aussi les bailleurs de fonds pour vous aider en démarrage. OK. Donc, le plan d'affaires, ça reste un outil, je vais dire, important si on va aller chercher du financement. Stéphane, comment tu vois ça? Je pense que Futurpreneur utilise quand même beaucoup de plans d'affaires. Vous avez même un rédacteur de plans d'affaires en ligne qui est quand même assez intéressant. Ben oui, effectivement. Puis je pense qu'il y a un petit débat entre le modèle d'affaires, le canevas d'affaires, puis le plan d'affaires à ce moment-ci. On ne se cachera pas que c'est un beau débat, je dirais. Puis moi, nous, on est très, très pro canevas d'affaires aussi, là, mais c'est insuffisant quelque part là, pour nous. C'est une super fondation du projet d'avoir le canevas. C'est une super réflexion. Puis moi, je pousse les entrepreneurs que je sens qu'ils sont rendus là à compléter ça parce que ça bouge beaucoup moins, je dirais, un canevas d'affaires qu'un plan d'affaires. Mais le plan d'affaires a besoin d'être réalisé parce que, je donne le point de vue du financier, du premier financier, on en fait partie. Dans le canevas d'affaires, on n'a pas d'informations sur où est-ce que tu vas être situé qui peut faire une différence par rapport à comment tu vas faire ton marketing. Je donne un exemple. Alors qu'on a besoin de beaucoup plus de détails dans le plan d'affaires. Puis, personnellement, moi, je n'appelle plus vraiment ça un plan d'affaires parce que ça ne parle plus à la nouvelle génération qui démarre des entreprises. J'appelle plus ça un plan d'attaque, je dirais. Comment tu vas attaquer tout le volet marketing, opération et toutes les composantes de ton projet? Tout simplement parce qu'il faut qu'un plan d'affaires soit aussi concret. Parce qu'on peut réfléchir à un plan d'affaires, mais quand on va venir, pas le temps de le réaliser, on peut être carrément à côté de ce qui est possible, je dirais. Alors, plus qu'on va être dans le concret puis qu'on va avancer dans quelque chose, plus que notre plan d'affaires devient aussi un plan de match, un plan d'attaque de notre entreprise. Et là, on a moins de chances de dire qu'entre les réalités et ce qu'on a pensé faire, il y a 2 mondes. Au contraire, ça va ressembler beaucoup plus à ce qui risque d'arriver, je dirais. C'est la perception que nous en a. Puis, je pense aussi, pour terminer avec ça, c'est aussi le processus
de réalisation du plan d'affaires qui reste, encore une fois, un peu comme parlait d'entrepreneur tantôt, qui reste, bien, c'est l'itération qu'on appelle, là. Donc, c'est tout ce que tu as fait comme démarche, tu l'as appris. Donc, tu es capable de le reproduire dans un autre projet, je dirais, qui te permet effectivement de dire, OK, c'est différent. J'ai besoin toujours d'aller chercher des informations sur le financement, sur l'étude de marché, les tendances, tout, toujours besoin, mais j'ai appris à comment le faire. J'ai eu des connexions sur comment le réaliser. Et il y en a que je vois qui arrivent chez nous puis qui sont comme, je veux du financement. Je dis toujours, c'est le miel qui les attire, mais ils ne sont réellement pas prêts à obtenir ce financement-là. Mais quand ils font le processus de passer au travers du plan d'affaires, ils font comme, OK, je ne suis pas prêt tout de suite. On va retarder ça d'un an, je pense. J'ai des choses à faire personnellement. Je suis prêt. J'ai-tu à me chercher les qualifications, l'expérience ou, j'ai-tu... bref, c'est ce processus de réflexion-là qui permet effectivement de dire... Puis il y en a d'autres que le plan d'affaires, ils peuvent te gober ça dans le temps de le dire parce qu'ils ont tout en tête, puis ils savent où ils s'en vont. Parfois, tu as besoin de les aider pour que ça soit bien ficelé à l'intérieur de tout ça. Mais c'est ça. Donc, je pense que oui, ça demeure un document qui est important, tant du point de vue du financier, parce qu'il y a besoin de savoir que vous maîtrisez votre projet, mais aussi de votre processus à vous comme entrepreneur. Mais c'est ça que j'entends. Donc, c'est pas le plan d'affaires, c'est pas nécessairement la finalité, comme tout le processus qui amène dans le plan d'affaires, ça amène à aller voir justement ressources entreprises pour aller chercher des données, des informations sur qu'est-ce qu'on veut faire, puis un peu comme justifier, de dire, OK, c'est vraiment pertinent, puis c'est vraiment intéressant, il y a vraiment un potentiel, donc ça vaut la peine d'y aller. Puis donc, je comprends, c'est que Futurpreneur, finalement, regarde, est-ce que l'entrepreneur a fait ses devoirs pour savoir dans quelle aventure il embarque? C'est un peu ça, là, grosso modo. Grosso modo, oui. Puis je reviens à ma notion de confiance à quelque part aussi. C'est que, tu sais, nous, on analyse des projets. C'est pas moi qui le fais chez nous. Les analystes regardent avec les entrepreneurs. Mais si vous êtes en mesure de nous traduire votre projet d'affaires de façon écrite et vous nous montrez à quelque part qu'on peut vous faire confiance à travers les démarches que vous avez faites qui sont bien inscrites, je dirais, parce que les idées peuvent partir, mais les écrits restent. Bien, on est en mesure de dire, OK, il a vraiment fait ses devoirs, il a vraiment fait des efforts. Ce n'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, mais on est assez confiant, je dirais, pour lui permettre d'obtenir du financement ou pour lui permettre d'aller chercher, de le référer à d'autres qui vont l'aider à terminer de monter son projet ou offrir du financement ou quoi que ce soit, là, qui permettent effectivement d'aller chercher les ressources qui sont nécessaires si on parle de globalement l'ensemble des ressources. Donc, oui, c'est ça un petit peu aussi qui est vraiment super, super important. OK. Et puis donc, ce que je comprends aussi, c'est que le plan d'affaires va plus en détail au niveau du plan financier. Le modèle d'affaires, on comprend grosso modo de où vient l'argent, où est-ce qu'elle sort, mais dans le plan d'affaires, on va détailler beaucoup plus concrètement tous ces chiffres-là. Pierre, comment tu décrirais un peu comme le montage financier qu'on doit faire quand on lance notre projet? On va aller chercher différentes sources de financement, puis on entend parler d'un montage financier. Par quoi on commence? Comment ça se fait? Comment on voit ça un peu dans la croissance de l'entreprise aussi? Bien, ça se commence, puis Stéphane en a parlé. L'idée, c'est d'être prêt au financement. Donc, l'idée, dans un montage financier, il y a toujours deux parties. Il y a les sources de fonds et il y a les besoins de fonds. Donc, je vais retaper sur le clou du plan financier, du plan d'affaires qu'on parlait depuis tout à l'heure. C'est important de bien cibler nos besoins pour, par la suite, regarder le financement qu'on a. C'est important aussi au niveau du plan d'affaires, pour en rajouter un petit peu, qui sert dans un premier lieu à l'entrepreneur lui-même. C'est l'objectif même du plan financier en lien avec les besoins qui vont arriver dans le montage financier. Lorsque le dépôt se fait envers un financier, qui peut être le Filaction, qui peut être un BDC, qui peut être une banque de ce monde, c'est important que ce plan financier-là soit aussi adapté au lecteur. Il faut comprendre que souvent, le lecteur en lit à peu près 3 ou 4 par jour. Donc, c'est important d'avoir un plan d'affaires pour soi qui se veut complet, qui se veut détaillé. Cependant, c'est important d'avoir une autre version de son plan d'affaires qui se veut un dépôt vers le financement, qui soit un peu plus concis. L'idée, je dis toujours à la blague, avoir un plan d'affaires de 150 pages dans lequel, à la page 110, on apprend le modèle d'affaires. Tu viens de perdre ton lecteur, tu viens de perdre complètement l'intérêt et l'attention de la personne en question. Donc, c'est important d'être concis, de bien cibler les besoins.
Le plan financier prend une place importante dans le plan d'affaires, c'est certain. L'idée derrière, puis il y a plein d'outils qui sont disponibles. Stéphane parlait d'exemples, Maxence aussi. Il y a des ressources qui sont là. L'idée n'est pas d'obligatoirement faire affaire avec un consultant ou un bureau comptable, peu importe de ce monde. L'idée, c'est d'être capable de s'approprier l'information qu'il y a dans notre plan financier, dans notre plan d'affaires. Il y a toujours des histoires d'horreur dans lesquelles on voit des entrepreneurs venir nous voir pour des gens, c'est n'importe quoi, un montant de 50 000 dans lequel il y a un plan d'affaires qui en a coûté 25 000. Puis quand je pose la question à savoir comment peux-tu expliquer, par exemple, tes projections de vente, il les maîtrise pas. J'aime beaucoup mieux un entrepreneur qui a fait ses devoirs de façon un peu plus maison, je pourrais dire, avec l'accompagnement, avec les outils qui sont disponibles, qui n'est pas à 100% parfait, mais qui les maîtrise, qui est capable de me les expliquer, capable de me les faire comprendre. À partir de là, lorsque les besoins sont bien planchés, à ce moment-là, il faut bien cibler les partenaires. Puis là, je pense que Ressources Entreprises, Futurpreneurs aussi font un travail extraordinaire là-dessus, de manière à bien cibler. Si, par exemple, il y a l'achat d'un bâtiment dans ton projet d'investissement, bien, je pense que là, une banque ou un Desjardins de ce monde devient des partenaires inévitables. L'idée, c'est de placer les bonnes personnes aux bonnes places. Et encore, si je fais un lien avec ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher des fonds qui sont soit sectoriels, d'aller chercher aussi des fonds qui sont géographiques, qui sont près de nous, les MRC, etc. C'est majeur de bien placer les gens au bon endroit et de mettre aussi en commun par la suite les partenaires financiers qui ont été ciblés de manière à ce que ces gens-là se parlent, qu'ils se disent leurs possibilités, comment ils peuvent aller de l'avant. Je pense que ça, c'est majeur plutôt que de travailler en silo. Encore là, au niveau de l'économie sociale, c'est des habitudes un peu plus ancrées, mais au niveau de l'économie libérale aussi. Puis, je pense que c'est un élément important qui fait avancer les dossiers, puis qui fait que justement, on sait par la suite si les partenaires qu'on a ciblés sont les bons de par les possibilités qu'ils nous donnent. Mais c'est intéressant, puis vous avez tous abordé à un certain moment la question des OBNL, économie libérale versus économie sociale. Maxence, est-ce qu'il y a une différence, disons, je veux me chercher du financement de mon projet, je veux dire, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir du financement si je fais une OBNL? Parce que c'est quelque chose que j'entends des fois dire on va faire une OBNL parce qu'il y a plus de subventions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Ça fonctionne-tu comme ça? Pas tout à fait, non, mais oui, il y a des fonds spécifiques pour l'économie sociale, et d'ailleurs, dans l'économie sociale, on va avoir des fonds qui vont s'attribuer spécifiquement aux OBNL et d'autres au milieu plus coopératif, là. Mais non, c'est pas exact qu'on va avoir plus de subventions, particulièrement pour l'économie sociale. Il y a des subventions, en fait, dernièrement, beaucoup, les subventions se situent du côté de l'innovation. Puis ça, oui, ça va viser l'économie sociale. Puis il y a des innovations sociales qui sont mieux portées, je dirais, par des entreprises d'économie sociale. Mais on a aussi, il ne faut pas se le cacher, de l'innovation dans l'économie libérale. Je pense que c'est un des points très porteurs de l'économie libérale, je dirais la capacité à innover. Donc, on va aussi avoir des subventions qui vont s'adresser à ça. C'est certain que le statut d'entreprise joue beaucoup. En fait, c'est un facteur qui peut exclure de certains fonds, mais qui permet aussi tout à fait de rentrer dans d'autres. Donc, il y a cet aspect-ci. Moi, je tenterais quand même à marteler le fait que quasiment tous les entrepreneurs, d'ailleurs, que ce soit des entrepreneurs sociaux ou que ce soit dans l'économie libérale, il y a 85% qui partent avec leurs fonds propres au départ, puis par la suite, ils utilisent ça comme levier pour aller chercher du financement auprès de différents bailleurs de fonds. Donc, n'oubliez jamais que votre mise de fonds personnelle, en fait, c'est quelque chose qui est majeur. Et, entre guillemets, l'erreur de voir l'entrepreneur qui débarque chez nous et qui dit, bon, voilà, moi, j'ai mis 50 000 sur la table, maintenant, j'ai besoin de fonds, j'ai plus rien. Il faut que j'avance, puis que je retrouve des fonds. Ça ne fonctionne pas comme ça. Toutes les bailleurs de fonds vous demandez une mise de fonds, donc quelque chose de votre poche, et que vous avez dépensé dans le passé, c'est beaucoup plus difficile à valoriser que ce que vous avez présentement. Donc, pensez à contacter des bailleurs de fonds avant d'arriver à ne plus avoir de fonds. Puis deuxièmement, cette mise de fonds-ci, elle est jugée différemment selon le bailleur de fonds. Donc, par exemple, pour une banque, une mise de fonds, c'est ce que vous mettez de votre poche. Par contre, pour un programme gouvernemental, une mise de fonds, c'est ce que vous mettez de votre poche, mais aussi du financement ou du love money, et parfois même des prêts bancaires sont considérés comme mise de fonds.
Donc, il faut regarder vraiment avec chacun des bailleurs de fonds, c'est quoi leurs critères, puis c'est à ce moment-ci qu'on peut vraiment avancer, puis ce, autant en économie sociale qu'en économie libérale. OK. Donc, je comprends que c'est encore une fois, c'est plutôt la question de dire c'est quoi mon projet, puis c'est quoi les ambitions derrière ça, qu'est-ce que je fais de pertinent pour la société avant de dire je vais choisir une forme juridique pour aller chercher un financement spécifique. Tout à fait. En fait, partir en se disant, ben là, je vais justement, un peu comme disait Stéphane, je vais regarder où est le miel, puis je vais y aller, c'est pas une bonne manière de fonctionner pour plusieurs aspects. La majorité d'entrepreneurs qui réussissent, ils sont drivés par leur projet, par leur envie de réussir leur projet. C'est leur bébé, ils le portent. Si on y va en se disant, ah, il y a des fonds là, je vais aller là pour les chercher, il y a de bonnes chances qu'on vous voit venir à des kilomètres et que par conséquent, on accorde moins de confiance à votre projet. Pas parce que le projet serait moins bon, simplement parce que comme l'a dit Stéphane, on finance un entrepreneur. C'est une personne qui est en arrière. Oui, bien sûr, il y a le projet, puis il y a l'entreprise, mais la personne est cruciale dans le projet. Sans la personne, il n'y a pas d'entreprise. En effet, en effet. Puis au niveau des mises de fonds, les garanties personnelles, je trouve ça intéressant comme sujet parce que c'est quelque chose aussi qui revient quand même régulièrement. Tu as mentionné, il y a des choses qu'on peut inclure dans notre mise de fonds et des choses qu'on ne peut pas inclure. Stéphane, je ne sais pas si tu peux nous éclairer un peu. Mettons, Futurpreneur, lui, il regarde ça comment? L'entrepreneur a mis, par exemple, un 1000 heures ou un 2000 heures à développer des compétences pour son projet, mais avant de venir vous voir, est-ce que ça rentre dans la mise de fonds ou est-ce que c'est vraiment juste de l'argent ou est-ce que comment on peut aller gratter pour aller chercher, augmenter notre mise de fonds, disons? C'est variable d'une organisation à l'autre. Je vais parler de façon globale. Puis je veux dire, je pense que Pierre est en mesure de. Tu sais, moi, je ne suis pas banquier de formation, je dirais. Là, fait que, tu sais, il y a différentes façons de voir les banques et autres organisations le voient de façon. Mais nous, dans le fond, tout ce qui est mise de fonds, que ce soit de l'argent que vous mettez, que ce soit du temps que vous mettez, le temps, on va le voir à travers le plan d'affaires. Donc, c'est une raison de faire un plan d'affaires, effectivement, comment vous allez vous engager dans ce volet-là. Mais c'est vraiment je vais le dire en bon français, c'est tout le commitment que vous mettez dans votre projet. Encore une fois, je reviens à la notion de confiance. Donc, que ce soit que vous réussissez à aller chercher du financement, comme le disait Maxence, ou que vous allez chercher du love money, c'est-à-dire vraiment de l'argent de gens qui croient à votre projet, les personnes autour de vous qui mettent de l'argent avec vous, des contributions, des dons, ça vous donne, encore une fois, cette crédibilité-là. Mais nous, on considère aussi que tout ce que vous avez, parce qu'on est là en démarrage dans notre cas, que tout ce que vous avez déjà investi dans l'entreprise, vous pouvez l'avoir enregistré 3 mois ou 6 mois avant de réellement la mettre en opération. Vous pouvez avoir déjà acheté de l'équipement parce que vous avez trouvé l'équipement, puis ça faisait bien, puis vous commencez avec quelque chose d'usagé pour éviter des gros frais au départ. Donc, tout ce que vous avez mis vous-même dans l'entreprise, que vous avez déboursé pour l'entreprise, c'est considéré aussi, comme dans notre cas, comme de la mise de fonds. Quelques-uns d'autres le font, de le considérer de cette façon-là. Mais tout ça dans l'objectif, l'objectif global de dire que vous avez effectivement, vous vous commettez, je dirais, dans le projet. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Comme financeur, on veut se commettre, mais on ne veut pas se commettre tout seul. On va aller chercher des partenaires, comme le dit Pierre, parce qu'il y a des partenaires spécialisés, parce qu'il y a des partenaires régionaux. Mais vous êtes le premier partenaire. Vous êtes l'entrepreneur, puis vous êtes l'ambassadeur de votre projet. Donc, moins que vous êtes ambassadeur, moins que les autres ont tendance à le devenir pour vous aussi, incluant nous, si je peux dire. Donc, ce que j'entends, c'est que si moi, je ne crois pas en mon projet pour investir mes propres billes dedans, pourquoi toi, tu investirais tes billes dans mon projet? Exact. Puis, ce n'est pas uniquement point de vue financier, argent sonnant. C'est le temps que tu y mets, bien sûr, comme je disais, à travers le plan d'affaires, c'est les ressources que tu as déjà été chercher. Nous, généralement, je parle beaucoup plus maintenant en termes de ressources que de financement. Le financement, l'argent fait partie des ressources, mais tu as plein d'autres projets. Si tu étais capable, je disais tantôt, si tu étais capable de t'entourer, d'aller chercher les bonnes ressources, qui fait qu'au lieu de te payer un comptable ou un avocat ou quoi que ce soit, mais tu as été capable d'en trouver un à moindre coût, puis tu t'es économisé, je dirais, dans tes frais, ben, tu viens de baisser un petit peu, tu comprends? Il y a plein de gens qui je donne des trucs, mais tu n'es pas une amie, tu as 400 amis sur Facebook, il n'y en a pas un qui est graphiste là-dedans, puis qui est en formation, qui ne pourrait pas développer ton logo, je dirais, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est tout ça se réfléchit en termes de ressources, dont le financement, mais les gens vont tout de suite au financement, mais il faut prendre un pas de recul puis regarder ce que tu as besoin, encore une fois, pour ton projet d'entreprise, puis le développer en termes de ressources possibles.
Donc, puis plus que tu vas chercher de ressources, plus que pour nous, c'est de la mise de fonds. Pas en argent, mais c'est de la mise de fonds, c'est de l'investissement, autrement dit. Mais j'aime l'expression où effectivement, c'est les ressources, dans le fond, qu'on a investi dans notre projet. Donc, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement du temps, c'est vraiment comme l'ensemble de tout ce qu'on a fait pour notre projet, essentiellement. C'est intéressant. Donc, j'avais une autre question au niveau de l'impact qu'on veut créer avec notre projet, parce que souvent, c'est encore une fois, c'est quelque chose que vous avez nommé avec différents mots. Donc, notre projet doit avoir un impact, doit générer de la valeur à quelque part à travers tout ça. Si on prend un organisme, par exemple, comme Filaction, Pierre, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi les critères de dire comment j'évalue l'impact d'une entreprise qui, dans le fond, n'existe pas encore tout à fait ou qui est en construction? Comment je fais pour savoir évaluer qu'est-ce que ça va devenir ou qu'est-ce que ça va faire? C'est une définition, somme toute, assez complexe et pas en même temps aussi, dans le sens où entreprise d'impact, économie d'impact, investissement d'impact, c'est tous des termes qui ont été un peu galvaudés à toutes les sauces depuis à peu près le début 2000. Cependant, un peu de la définition qu'on essaie de s'approprier, c'est une entreprise qui a bien sûr un but lucratif, une création de valeur. Qu'on parle de coop, on parle d'OBNL, on parle d'entreprises libérales, tous veulent la création de valeur dans divers buts, c'est bien correct. Mais il y a la création de valeur. Donc, pour nous, c'est une entreprise qui, oui, est à but lucratif, peu importe sa forme juridique, mais qui va au-delà du on ne fait rien de mal, dans le sens où une entreprise, puis c'est bien correct, qui respecte les règles du jeu, respecte les règles légales, etc., pour nous, a peut-être moins une saveur impact. J'y vais beaucoup plus, par exemple, pour un peu imager notre définition d'une entreprise d'impact. J'ai l'image par exemple, une station-service. Par exemple, la station-service, je la place en banlieue de Québec. Peu importe, c'est un coin de rue. Cet emploi-là n'a pas vraiment d'impact. On parle d'énergie fossile, donc développement durable, on passera. On en a besoin dans notre économie des types de services comme ça, mais si on parle vraiment d'entreprise d'impact, on est plus ou moins là. On parle aussi d'un domaine concurrentiel, donc on vient plus ou moins répondre à un besoin. Pour la même station-service, on vient la placer dans un petit village, par exemple, dans le fond de l'Abitibi, de 1000 personnes, dans lequel c'est le seul endroit où on peut avoir de l'approvisionnement en essence à 50 km à la ronde. C'est le seul endroit où il y a un peu de biens alimentaires pour se dépanner. Puis en plus, ça génère 9 à 10 emplois. Donc là, c'est un bel exemple d'entreprise ayant un impact social quand même important. Un autre exemple aussi, qui est une entreprise que je connais un petit peu dans le coin de la Côte-Nord, qui travaille à la revalorisation de compost à l'aide avec les déchets de la mer. Dans le village à côté, il y a une usine qui fait de la transformation des produits de la mer. Donc, ce qu'a fait cet entrepreneur-là, qui est archi brillant, peut-être si on fait un pas de recul, les entreprises de transformation de produits de la mer, depuis 5 à 8 ans, ont maintenant des règles supplémentaires au niveau de ces déchets. Fait de façon à ce qu'à peu près, ça coûte le triple ou le quadruple de se débarrasser de ces déchets maintenant pour ces types d'entreprises comme ça. Donc, ce qu'a fait cet entrepreneur-là, c'est aller cogner à l'usine à côté en lui disant, regarde, je vais aller prendre tes déchets, tu vas me les donner gratis, tu vas même venir me les porter dans le cours. L'usine dit, wow, incroyable, ça va me coûter pas mal moins cher. L'impact ici au niveau de l'entreprise de compost, c'est bien sûr la revalorisation de déchets, développement durable, etc., qui a un impact complètement incroyable. De l'autre côté, l'usine, elle, vient de diminuer ses coûts, vient de rendre son entreprise encore plus pérenne et ça se situe encore là dans un village de 500 personnes qui s'emploie à peu près 150 en période de pointe. Donc, l'impact social est quand même immédiatement perceptible. Ça peut être aussi dans des projets aussi simples de changer le système de chauffage au mazout pour un système de chauffage à l'électricité, par exemple. Ce n'est pas toujours des entreprises qui se lancent dans le reboisement de l'Amazonie ou dans des projets qui sont, je dirais, à impact important, mais parfois, ça peut se retrouver dans les petits gestes des entreprises de manière à, oui, venir diminuer leurs coûts, passer des entreprises à but lucratif, cependant qu'ils viennent apporter un impact supplémentaire au niveau de l'environnement autour d'eux. Donc, grosso modo, c'est un peu des exemples d'impact que les entreprises peuvent avoir au niveau de son environnement externe. Mais encore là, selon chaque organisation, on a parfois un peu
une définition qui sont propres à chaque organisation. J'aime beaucoup l'exemple de la station-service. Je pense que c'est assez frappant. Effectivement, à première vue, on peut dire que ce n'est pas un projet avec un impact majeur, mais on comprend que dépendamment de où on installe cette station-service-là, ça peut le devenir. Donc, je trouve que c'est un bel exemple pour démontrer un peu le contexte dans lequel se place cet impact-là. Donc, ce n'est pas juste d'avoir un impact, c'est de comprendre le contexte dans lequel on s'insère finalement. Tout à fait. Stéphane, plus tôt, là, on parlait du mentorat. On disait que le mentorat d'affaires, c'était quelque chose qui était intéressant, puis que Futurpreneur prône beaucoup cette méthode-là, j'ai envie de dire. Comment ça fonctionne? Pourquoi le mentorat? Pourquoi, j'ai envie de dire, vous obligez les gens qui obtiennent du financement chez vous à être mentorés? Je reviens un petit peu à la même raison que je l'ai dit au départ, mais je vais l'expliquer un petit peu davantage. C'est pour développer l'entrepreneur. Simplement parce que nous, on aide les nouveaux entrepreneurs qui sont la plupart du temps à leur premier projet d'entreprise. Il y a beaucoup à acquérir parce que c'est des gens qui ont des spécialisations. Je vais donner un exemple, mon plombier, mon électricien, etc., qui veulent se lancer, qui ont un bon 10 ans, 15 ans d'expérience, qui soit travailleur autonome ou carrément le restaurateur ou quoi que ce soit, là, qui chef cuisinier, qui se dit, bon, mais je m'en vais à mon compte, je vais faire. C'est des gens qui ont une belle spécialisation, qui ont un bon réseau dans leur domaine, qui ont appris beaucoup, que ce soit au niveau des opérations principalement, mais aussi, ils ont appris à gérer plusieurs situations. Mais développer une perspective à plus long terme de leur entreprise, ça ne fait peut-être pas partie de leur force. Ils vont avoir à vivre différents défis, différentes situations, différents questionnements. Puis, une des caractéristiques qui est vraiment importante des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs le disent, c'est que quand je me suis lancé en entreprise, depuis que j'ai mon entreprise, je me sens isolé. Alors, puis c'est pas évident de parler à la conjointe. Les amis, quand on prend une bière avec eux autres, à un moment donné, ils deviennent tannés qu'on parle de notre projet d'entreprise, même si on est passionné, je dirais. Et là, ils disent, calme-toi un peu, là, mon grand, là, c'est comme, il y a d'autres choses dans la vie. Ben, tu sais, oui, mais c'est ton projet de vie à quelque part aussi. C'est pas tout le monde qui le comprend, c'est les gens qui ne sont pas du domaine, si je peux dire. Fait que le mentor est vraiment, je dirais, une caisse de résonance qui permet effectivement de prendre du temps. Nous, on dit une fois par mois, 1 à 2 heures. Prends un café, prends un déjeuner, fais ça virtuellement maintenant. Et, parle de tes comment tu vis ça, l'entrepreneuriat. Parle de, parce que c'est une relation interpersonnelle basée sur, encore une fois, la confiance interpersonnelle, mais avec des compétences, je vais dire, complémentaires, dans le sens où est-ce que nous, on va jumeler des entrepreneurs avec des mentors en fonction un petit peu des forces et des faiblesses de chacun, pour qu'effectivement, l'entreprise, c'est un tout. On a parlé des opérations, on a parlé du marketing, mais nécessairement, un nouvel entrepreneur, premier projet, n'a pas toutes ces compétences-là. Donc, permet effectivement de réfléchir à certains aspects qui n'auraient pas eu la possibilité de le faire s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a au minimum 20 ans d'expérience, qui a eu des entreprises, qui en a fait grandir, qui a manqué son coup à quelques endroits aussi, qui a fait, il a ses ratés. Donc, tu sais, qu'il y a des belles expériences et même expertise, je dirais, à la limite, à partager. Tout ça parce que, statistiquement, ça augmente le taux de succès des entreprises aussi au cours des 5 premières années. Je n'ai pas les chiffres exactement, là, mais vraiment, là, ça passe. Alors, fait qu'avoir ce grande personne-là, sage, sans faire de publicité, qui est là vraiment pour t'écouter, t'orienter, te poser des questions aussi, s'assurer que tu réfléchis, que tu n'oublies pas certains aspects. C'est comme, on en a tous autour de nous, je pense, c'est ces personnes-là, de façon informelle, je dirais. Mais, tu sais, là, sans que ça soit informel aussi, nous, on le rend le moins formel possible. C'est vraiment eux qui développent cette relation-là pour le bien-être de l'entrepreneur, encore une fois, à long terme, mais du succès de l'entreprise aussi. Fait que pour nous, c'est très essentiel. Puis je vais donner mon dernier point. On se situe du point de vue financier aussi. On est une des organisations, puis il y en a plusieurs, qui prenons beaucoup de risques au démarrage. Fait que ça vient baisser notre niveau de risque en disant, bien, vous avez une personne de super confiante qui a passé par toutes ces étapes-là, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Les choses ont évolué, je dirais. Avec les nouvelles technologies, ça bouge beaucoup plus vite, etc. Mais on vous trouve quelqu'un qui est effectivement en mesure de comprendre votre réalité. Puis ça vient un peu enlever du risque, je dirais, à l'ensemble de notre financement. Ça, mais voyez-vous, c'est gagnant aussi bien du côté de l'entrepreneur, du mentor, parce que lui, c'est une personne qui est moins active, qui a du temps à donner, qui a quelque chose à faire, fait qu'il se valorise de cette façon-là.
mais aussi du financier qui vient dire, on vous accroche quelqu'un qui vous permet effectivement de développer une belle relation interpersonnelle, mais aussi de succès d'entreprise. Pour nous, c'est une valeur ajoutée, ce mentorat-là. Je te ferai un coup de pouce là-dessus, Stéphane. Moi, j'ai été mentoré. Oui. Et ça a vraiment été très bénéfique pour moi, gérer une entreprise avec plus de 70 personnes dedans. Je dois avouer qu'un directeur général, ça n'a jamais toutes les cordes dont il a besoin à son arc, puis qu'avoir un mentor d'expérience avec soi, ça fait vraiment une très grosse différence. Ça permet d'éviter en fait plusieurs écueils. Puis aussi de réfléchir à certaines choses auxquelles on ne penserait pas. On a la tête dans le guidon, on a une entreprise à développer. Puis là, quelqu'un qui te fait attendre 30 secondes, là, c'est parce que tu diriges vers là, mais tu pensais à tous les éléments. Ça fait vraiment une immense différence. Puis définitivement, pour les financiers en arrière, c'est un plus non négligeable et incroyable parce que tout à coup, c'est pas juste l'entrepreneur tout seul dans son coin qui met toute son énergie, mais qui n'a pas forcément l'expérience pour ça. Et c'est aussi s'assurer qu'il y a une autre personne qui a l'expérience et qui va pouvoir justement, lorsque tu as besoin, là, de te donner un coup de pied aux fesses parfois, puis souvent te faire réfléchir à l'ensemble des éléments. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. C'est l'effet vraiment avantage, bénéfique du mentorat. Pour en rajouter un petit peu, en effet, qu'en tant que financier, quand j'ai un entrepreneur devant moi qui arrive avec un mentor, qu'on sait qu'il est accompagné, ça paraît immédiatement dans son attitude. Premièrement, ça me dit que c'est quelqu'un qui est capable d'écouter les conseils puis qui est capable de croître là-dedans en tant qu'entrepreneur. Donc, ça me démontre une belle maturité de la part de l'entrepreneur que j'ai devant moi. Puis surtout aussi, de ce que je comprends, le mentor travaille beaucoup sur le savoir-être. Oui, le savoir-faire, mais le savoir-être est archi important. Stéphane parlait beaucoup tout à l'heure de l'isolement des entrepreneurs. On est à la fois entouré de plein de monde, mais tout seul à la fois aussi. Donc, avoir un mentor qui est passé par là, qui un peu nous donne des conseils, nous indique son chemin de vie, c'est extrêmement important dans un projet d'investissement. Puis j'ajouterais, je vais y aller en disant que je parlerai de ressources tantôt, mais c'est une autre ressource qui est vraiment perspective à plus long terme, qui permet de développer cette perspective-là, justement, dans la notion de savoir-être. Nous, au démarrage, on sait très bien, puis on dit à nos mentors, probablement, vous allez faire un petit peu de savoir-faire au départ. On s'entend, là, l'entrepreneur, un peu comme chez vous, si vous avez un problème avec la famille, ça est dur d'avoir une journée performante, je dirais, parce qu'on est beaucoup on réfléchit. Fait que l'entrepreneur qui a des défis avec toutes sortes, que ce soit financier ou autre, le mentor qui le rencontre va avoir probablement des questionnements ou va voir des blocages qui sont de l'ordre du savoir-faire au départ. Mais après quelques mois, là, l'entrepreneur commence à prendre un recul, commence à apprendre, commence à se développer. Ah, j'ai compris ça, j'ai appris ça. Puis là, le mentor est là vraiment pour l'amener à réfléchir beaucoup plus loin et avoir cette perspective-là plus longue, je dirais. Donc, notion de ressources, encore une fois, là, si je peux revenir sur ce point-là. Mais je trouve ça super intéressant. C'est un peu le concept d'être bien entouré, puis c'est d'aller chercher, dans le fond, quelqu'un de l'expérience pour nous guider sur certains aspects, je veux dire, plus cruciaux en termes de développement d'entreprise, mais pas l'entreprise comme telle, mais l'entrepreneur. Parce que ce que je comprends de ce que vous me racontez, c'est qu'au fond, si l'entrepreneur ne va pas bien, c'est très difficile pour le projet de bien aller. Parce qu'à quelque part, c'est l'entrepreneur qui fait le projet. À moins que ce soit une grosse organisation et qu'il soit capable de complètement s'en détacher. Mais souvent, au démarrage, il n'y a pas beaucoup de gens qui œuvrent dans l'entreprise. Donc, l'entrepreneur est un point central. Donc, si l'entrepreneur ne va pas bien, le projet ne va pas bien. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vient dire, on va mettre un mentor avec l'entrepreneur pour donner un coup de main pour favoriser que le projet se déroule bien. Puis on parle de démarrage, là, mais on pourrait parler de croissance aussi, qui est nous, pas notre spécialité, mais je sais que du côté de Pierre, tu en fais beaucoup aussi. Puis, puis de voir cette assise-là, je dirais, qui est présente en croissance, parce que les défis sont aussi grands en croissance qu'ils sont en démarrage, généralement. Puis ils peuvent aussi bien, on parlait de situations difficiles, mais des situations difficiles, souvent, c'est des situations dans lesquelles on est une croissance trop rapide pour ce qu'on est capable de gérer aussi. C'est une situation qui est un défi positif, mais c'est un défi quand même de ce côté-là. Puis, je pense que avoir différents mentors à différentes phases, je dirais, de l'entreprise, mais aussi du développement de l'entrepreneur lui-même, c'est gage de succès, c'est évident.
C'est intéressant. Donc, d'aller chercher différents mentors à différentes étapes. Donc, selon les enjeux qu'on vit finalement actuellement. C'est intéressant. Pierre, tu m'as déjà parlé un peu justement en termes de croissance d'entreprise. Tu m'as déjà expliqué un peu les phases de croissance de l'entreprise avec les différents rounds de financement puis l'actionnariat qui rentre dans le projet. Donc, une fois que le projet commence à grossir un peu justement puis qu'on a plusieurs personnes qui rentrent dans tout ça, comment on gère ça? Je sais que tu me l'as déjà quand même bien expliqué. J'aimerais ça que tu prennes un moment pour le présenter. Il n'y a malheureusement pas de recette magique. Il y en a de toutes les sortes. J'ai vu des entrepreneurs qui ont fait un projet de démarrage dans lequel il y était 5 actionnaires, puis ça va bien, il n'y a pas de problème. Ou d'autres projets dans lesquels l'entrepreneur est seul après 7-8 fusions, acquisitions, etc. Ça dépend. Il faut se rappeler qu'avoir un partenaire d'affaires co-actionnaire, c'est ce qui se rapproche le plus d'un mariage. Donc, que l'aptitude des autres ou de l'autre personne soit compatible avec nous et surtout l'attitude soit compatible avec nous, c'est ce qui est archi important. Oui, il y a certains domaines très spécifiques, je pense aux hautes technologies, dans lesquels l'entrepreneur doit penser à certaines dilutions au travers le temps, en allant chercher des fonds de capitaux de risque, etc. Mais, règle générale, il n'y a malheureusement pas de recette magique. Moi, la seule chose que je trouve primordiale, c'est qu'à une certaine étape, l'entrepreneur se pose la question à savoir, est-ce que j'ai des employés clés qui peuvent être bonifiés, rémunérés avec certains blocs d'action. Ça, je vois ça d'une manière très positive, dans le sens que ça vient, bien sûr, récompenser les meilleurs employés, puis ceux qu'on voit comme les plus formateurs pour la suite de l'entreprise. Ça aide aussi le taux de roulement de ces personnes-là de manière à les attacher un peu plus à l'interne. Et puis, d'une manière un peu plus long terme aussi, souvent les entrepreneurs, leur fonds de retraite, c'est leur entreprise. C'est la vente de leur entreprise avant la retraite. Donc, d'avoir ciblé certains employés à l'interne de façon quand même assez précoce pour voir comment ces personnes-là vivent dans l'environnement de l'entreprise, c'est primordial. Un projet de relève, ça prend 7 à 8 ans à monter avec une personne qu'on cible. Puis ça ne veut pas dire que la personne qu'on a ciblée, ça fonctionne. Fait que peut-être que ton 7 et 8 ans peut être en effet 14 ou 15. Donc, l'importance de commencer tôt dans cette relève-là, en lien avec attacher certaines personnes dans l'actionnariat, je trouve ça extrêmement primordial pour toutes les raisons que j'explique. Mais sur l'évolution de l'actionnariat au travers le temps, c'est sûr qu'il y a toujours la maxime qui dit vaut mieux avoir 10% de quelque chose qui marche que 100% de quelque chose qui ne marche pas. Donc, de s'allier avec des gens complémentaires, encore là, sur oui, les attitudes, mais l'aptitude, c'est archi important pour faire croître notre entreprise, l'apporter à d'autres étapes. Est-ce que c'est obligatoire? Ben non. Encore là, ça dépend de chaque personne, chaque marché, chaque situation. Merci beaucoup, Pierre. D'ailleurs, on a perdu Maxence en chemin. Il devait quitter pour un autre rendez-vous. Je ne voulais pas t'interrompre. Merci beaucoup, Maxence, qui vient de nous quitter. Donc, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent actuellement ont des questions spécifiques là, sur le sujet d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses vraiment très, très intéressantes qu'on a discutées aujourd'hui, notamment au niveau des quoi présenter, comment se préparer pour aller chercher du financement, où regarder pour aller en chercher. Ce que ça implique aussi après ça, donc après, une fois que j'ai le financement, de voir comment je gère ces relations-là. Donc, moi, j'ai beaucoup appris à travers toute cette discussion-là. Donc, je ne sais pas si, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter, si les gens à la maison ont quelque chose, ont des questions à poser sur le Facebook Live. Moi, j'aurais peut-être un point en attendant la première question, si je peux. On parle de financement. Là, le thème principal, on a englobé plusieurs aspects pour se rendre au financement et autres de ce côté-là. Moi, maintenant, quand j'accompagne des entrepreneurs, notre mission à nous, c'est de leur offrir un premier financement, je dirais. On n'est jamais dans la croissance. Par contre, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs dans une stratégie de financement. Je vais les envoyer voir Pierre, je vais les envoyer voir BDC, je vais les envoyer voir leurs banquiers et autres en disant « c'est pas grave si tu n'as pas besoin ou s'ils ne veulent pas tout de suite te financer de ce côté-là. » Parce que quand ça va aller, moi, je ne serai plus là. OK, je vais être là, lâche-moi un coup de fil, je vais te donner des références, mais malheureusement, je ne serai plus là pour te financer une seconde fois, tout simplement parce que c'est la mission de mon organisation, puis je ne veux pas aller
ce que les autres font bien, je n'ai pas d'affaire à y aller de ce côté. Par contre, Maxence l'a dit rapidement tout tantôt, d'avoir des options de financement qui te permettent d'aller plus loin quand tu en as besoin et que tu peux avoir à court terme parce que tu as été référé, puis parce que tu l'as prévu, puis parce que tu as rencontré ces gens-là qui t'ont dit non, moi, je ne peux pas te financer, genre le banquier, mais si tu me reviens dans 2 ans avec tel aspect de ton entreprise, tu es rendu là, avec telle documentation, tout et tout, je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. Ce que moi, je ne peux plus faire à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de stratégie de financement en disant on va essayer de se projeter dans 2, 3 prochaines années. Et je reviens un petit peu à ce que Pierre il disait, dans la mesure où, tu sais, être capable de. J'aime ça, les entrepreneurs qui sont en mesure, puis je les vois bien préparés. Ceux qui sont en mesure de dire à court terme, je m'en vais là, puis à moyen terme, je m'en vais là, puis à long terme, je m'en vais là. Ça peut bouger, mais là, à partir de là, je suis capable de dire OK, voici qui, en termes de financement, peut t'aider. Va voir Ressources Entreprises, on va te sortir toutes les possibilités, mais on va programmer des choses qui, tu pourras faire le suivi. Et non seulement ça, mais commencer tout de suite à faire certains aspects qui n'auront pas un impact, mais tu vas semer, je dirais, pour éventuellement y arriver de ce côté-là. Fait que là, ça devient un projet qui fait comme OK, je comprends, effectivement. On n'est pas juste en train de regarder et de dire OK, là, je vais être mal pris, genre dans 3 mois ou dans 1 an, qu'est-ce que je fais? Non, tu as déjà un aperçu. Sors ton plan d'affaires, même si tu ne l'as pas lu souvent, puis regarde toutes les notes qu'on a regardées, puis rappelle-moi, puis on va te réorienter vers les bonnes personnes ou les bons fonds, je dirais, les bonnes organisations pour y arriver. Ça, c'est quand même vital aussi pour la réussite de l'entreprise encore. C'est important ce que Stéphane vient de souligner, de se créer très tôt un réseau d'affaires. Ça ne coûte pas cher venir voir un banquier ou peu importe qui dans son bureau, parler de son projet, sans que ça soit pour demain le montage financier. Je vois beaucoup plus le contraire, l'entrepreneur qui a besoin d'argent pour hier. Malheureusement, un montage financier à combler, à décaisser, ça peut prendre 2 mois à 2 ans, tout dépendamment de multitude de critères. Donc, d'être capable de faire le tour un peu des partenaires financiers, voir qu'est-ce qu'ils offrent, quelles sont leurs attentes face à un projet qui pourrait ultimement financer. Ça ne coûte pas cher. Hein. C'est comme quand si j'ai un problème d'eau chez nous, je peux venir faire des soumissions par 4 entrepreneurs, puis ça ne va rien me coûter. C'est la même chose au niveau du financement. Puis, il y a aussi un degré qu'on n'a pas beaucoup parlé. Il y a, bien sûr que les organisations sont importantes pour les financiers, mais on fait un travail de personne à personne. Donc, la notion de confiance, la notion d'écoute est archi importante. Puis de compétence aussi du financier. On parlait des fonds sectoriels à un moment donné, les fonds géographiques. C'est important d'avoir une certaine confiance envers les partenaires financiers qu'on a autour. Et puis, c'est rarement avec une rencontre en urgence parce qu'il y a un besoin d'argent en fonds de roulement que ça se crée. Ça se monte. Puis, parfois, tu ne peux jamais avoir besoin de ce partenaire financier-là, mais ça donne que le partenaire financier, il y a un client dans son portefeuille qui peut être complémentaire à ton entreprise, puis qu'il y a un joint qui se fait à l'autre bout. En ce moment-là, tout le monde est gagnant. Le financier, il y a un client qui va bien. Le client vient de se trouver un partenaire. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, se créer un réseau d'affaires, c'est archi important, puis ça ne coûte pas cher. C'est ça, c'est que pour arriver à faire ces liens-là, il faut que les gens sachent qu'on existe, essentiellement, de ce que je comprends. Donc, il faut qu'on ait été en avant de dire qu'est-ce que tu vas vouloir que je te présente quand je vais être rendu là, finalement. L'importance de Futurpreneurs de ce monde, Ressources Entreprises de ce monde, d'être la bougie allumage de ces entrepreneurs-là, puis de les allumer sur ce qui existe dans l'environnement autour. Leur rôle est primordial dans le marché. Mm-hmm. Ça me fait aussi penser à un exemple concret là, que j'ai vu de montage financier intéressant. C'est, si ma mémoire est bonne, c'était le Mosrac qui avait fait une campagne de socio-financement sur la ruche. Suite à ça, avait été chercher le financement avec Futurpreneurs, avait été chercher de l'argent avec Desjardins, avec la Jeune Chambre de commerce ou quelque chose dans ce style-là. Donc, comme tout ça découlait d'un de l'autre. Toi, Stéphane, comment tu avais vu cette histoire-là, disons? Ben oui, effectivement, on a vécu quelques situations, effectivement. Puis ça, c'est des partenariats, effectivement, qui permettent, effectivement, qui sont très, très gagnants pour l'entrepreneur, mais aussi, quand on parle de sociofinancement aussi, comment je pourrais dire, c'est un effet levier, je dirais, parce que comme contributeur personnel à sociofinancement, tu ne veux pas être le seul et le premier à mettre le pied, mais tu sais que d'autres financiers ont effectivement
je veux dire, analyser le dossier, approuver le dossier sans qu'il ait été décaissé encore parce que l'ensemble du financement n'est pas terminé, je dirais. Puis, nous, en tant que, puis je suis certain que beaucoup d'autres le font aussi, de dire, ouais, je crois en ton projet, mais il faut que je sois le premier à y croire aussi parce que pour X raisons qui étaient analysées chez nous, qui sont faites sur une base subjective le plus possible, on est prêt à avancer. Il y a beaucoup de travail. Il y a eu, dans le cas de Mousrak, un bon 2 à 3 ans de développement. C'est un nouveau produit, carrément, dans un secteur de niche très particulier aussi. C'est comme je disais tantôt, le commitment des entrepreneurs est là. Fait que toi, tu veux être le premier à y croire aussi. Au-delà d'un financement, là, au-delà de donner cette chance-là aux entrepreneurs et permettre aussi à ce qu'ils puissent aller chercher le reste du financement en question. Tout ça dans un partenariat qui est gagnant parce que, comme je dis, le contributeur qui va mettre sa carte de crédit sur le sociofinancement si la campagne est réussie, il voit que il n'y a pas cette expertise-là, je dirais, d'analyser des dossiers puis d'aider à monter, mais il croit au projet parce que ça fait partie de ses valeurs. On t'a parlé de Mousrak, on pourrait parler de Terreau, qui est une très grande réussite d'avoir levé 1 million aussi en je ne sais pas trop combien de temps, quelques semaines, moins d'1 mois en tout cas. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ça. C'est parce que tout le monde a mis cet appui-là, tout le monde y a cru. Et bref, on arrive à ce genre de conclusion-là. De vraiment jouer notre rôle d'aider les entrepreneurs en prenant un certain risque, mais en fonction de nos critères aussi, bien sûr. Mais ça atténue le risque quand on voit justement qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui embarquent dans le projet, puis que tout le monde fait son analyse, tout le monde arrive à une conclusion que c'est intéressant. Donc, à quelque part, c'est un peu rassurant, puis ça revient à l'élément de confiance, comme tu disais, finalement. Entre autres, voilà, effectivement. Puis à ma vision aussi, le sociofinancement, et oui, il apporte de l'argent, c'est certain, mais il apporte aussi au niveau du financier une espèce de validation de marché. Ça se peut. C'est évident. Il y a des gens qui n'ont rien vu, qui n'ont rien touché de concret, puis qui ont mis des billes là-dedans. Fait que ça apporte une crédibilité au projet quand même assez importante, en plus de l'argent. C'est pas à sous-estimer. C'est un bel effet de levier, puis qui vient complémenter la mise de fonds. J'ajouterais à quelque part la validation qu'on appelle, là, c'est le terme qu'on utilise, c'est très, très approprié, effectivement. Puis une des questions quand je donne des formations que je pose toujours aux entrepreneurs, je leur dis, connaissez-vous une entreprise qui n'a pas de clients? Moi, j'en connais pas. Toutes les entreprises ont des clients. Fait que je leur dis, trouvez-vous des clients. C'est pas une entreprise. Trouvez-vous des clients. Quand vous allez avoir des clients, vous allez pouvoir vous lancer en entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis pour trouver des clients, il faut peut-être monter un plan d'affaires, il faut faire plein de démarches. Mais si vous avez. Puis le sociofinancement, effectivement, au-delà du financement, permet d'aller valider, mais d'aller trouver un certain nombre de early adopters, comme on dit en bon français, donc des premiers acheteurs, des premières ventes qui sont des clients quelque part. Donc, tu sais, ça vient, mais non seulement ça, mais c'est aussi une campagne de marketing qui te permet de te mettre sur les réseaux sociaux, au-delà de ton réseau. On parlait de réseau tantôt, ton réseau interpersonnel, professionnel, d'aller beaucoup plus large aussi, de te faire connaître. Donc, il y a des acheteurs à court terme, mais il y a des acheteurs éventuels aussi de ce côté-là. Ça te permet de connaître ton public cible et autres. Mais je vous dis, la notion de client, moi, je suis très. L'étude de marché vient te permettre de voir si tu as des clients potentiels de ce côté-là, mais la meilleure étude de marché, au-delà des tendances, c'est d'approcher des clients, c'est de leur demander ce qu'ils veulent, c'est de t'ajuster en fonction. Puis moi, Mousrak le fait très bien, effectivement, de le faire de ce côté-là. Le projet Terreau, c'en est un autre aussi. 2 étudiantes finissantes de l'Université Laval qui ont présenté leur projet, puis j'étais juge sur leur projet au départ. Puis c'était leur fin de projet de bac, je dirais, en design de produits. Puis, je veux dire, c'est comme au moment où ils m'ont présenté leur projet, moi, je leur ai dit, c'est le genre de projet que j'investirais dans votre projet. Simplement parce que je voyais l'effort, je voyais encore une fois, tout le processus itératif qu'ils ont fait d'y en arriver là. Puis là, ils sont 3 ans plus tard. Puis, sont rendus là, effectivement. Super projet innovateur. C'est sûr, ça aide à cet enthousiasme-là aussi. Mais puis très porteur en fonction des facteurs d'aujourd'hui, notamment environnementaux. C'est ça. Donc, c'est tous des éléments qui sont très, très importants. Comme tu mentionnes, c'est pas juste le projet, c'est pas juste les entrepreneurs, c'est vraiment, faut que les deux soient intéressants pour dire, OK, j'embarque dans ce projet-là, puis je veux financer ça parce que j'y crois. Tout à fait. Pour ma part,
je vais le dire dans mes mots, j'aime mieux un projet un peu moins sexy avec un entrepreneur qui est bien en selle que l'invention du bouton à 4 trous qui est mal menée. Donc, c'est grandement important la part de l'entrepreneur dans son projet, de la façon dont il comprend son projet et qu'il va être capable de le déployer dans son environnement. Puis au niveau de l'étude de marché, est-ce que c'est mieux d'avoir, j'ai envie de dire, des chiffres qui sortent de Statistique Canada, puis des choses que j'ai été chercher avec Ressources Entreprises, ou est-ce que c'est mieux d'avoir, j'ai envie de dire, des pré-ventes? Ben, un peu de tout, je pense. Les pré-ventes, c'est sûr que des ventes faites d'avance, c'est de l'or en barre, c'est certain. Au niveau études de marché, statistiques, il faut un peu de tout, je pense. Si, par exemple, ton pitch se résume à dire, je ne sais pas, moi, le marché, c'est 1 million. Moi, je vise 1% du 1 million. Ben, c'est mon chiffre d'affaires, on roule comme ça. C'est un peu pauvre. Ouais, Ça comment? manque de substance un peu, c'est ça. Ouais. Puis il faut un peu plus, oui, de la macro, c'est important, mais de la micro, du terrain. Les préventes, ça vaut de l'or, du sociofinancement, ça vaut de l'or. Donc, d'avoir, oui, une analyse macro, mais une analyse beaucoup plus micro au niveau du quartier, au niveau des rues autour. Pour moi, pour une entreprise en démarrage qui a une d'importance moindre, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui tourne auprès de 50, 200 000, 500 000, ben, d'y aller micro, je pense que c'est un excellent début. Exactement. Je suis d'accord dans cette approche-là, moi aussi. Là, les données secondaires, les données primaires, là, je pense qu'il y a un bel équilibre à y avoir de ce côté-là. Et le côté validation aussi, là, qui est très, très primaire, encore une fois, avoir des clients. C'est ça. Parce que les statistiques, c'est important. Faut que tu ailles te chercher les tendances. Moi, si je veux lancer un nouveau vin local que je produis au Québec, il faut que je sache que la consommation, les gens en sont de plus en plus. La tendance, c'est parce que sinon, de plus en plus là, les gens veulent en consommer régionalement ou provincialement de plus en plus, parce que sinon, je ne mettrais pas des efforts là-dessus, à développer ça, si la consommation est en baisse de ce côté-là. Mais ce n'est pas ces statistiques-là qui vont me faire des ventes. C'est vraiment les clients qui vont m'apporter à faire des ventes directement aussi. Parce que quand je vais être dans le rouge, si ça ne va pas bien au niveau des ventes, je pense que mon étude de marché des tendances ne me donnera pas grand-chose. Elle va juste me dire ouais, j'ai fait un bon travail, mais c'était pas suffisant, je vais dire, de ce côté-là. Donc, oui, c'est ça. Mais la meilleure étude de marché, c'est le client. C'est de façon. Parce que j'imagine que si on fait une étude de marché, par exemple, sur des statistiques puis des chiffres comme ça, puis ultimement, on peut se tromper d'un bord ou l'autre, on pense qu'il y a un potentiel, finalement, il n'y en a pas, ou on pense qu'il n'y a pas de potentiel, finalement, il peut en avoir un, alors qu'en réalité, il faut juste aller sonder nos clients, finalement. C'est un peu l'idée du sociofinancement en préambule de financement. Oui, puis c'est pas juste sonder, parce que le sondage a une certaine limite. Moi, quand on me pose un sondage, je fais comme, je vais te le remplir, puis c'est merci, bye-bye. Mais quand je vais venir le temps d'acheter, c'est d'autres choses, des fois. C'est comme, je fais plaisir un petit peu. Puis je ne sais pas que je le fais, mais on sait que les gens font ça en général. Non, puis il y a plein d'autres méthodes. Puis le socio-financement, c'en est une. Mais juste observer les tendances. Juste aller s'asseoir en avant, par exemple, de la boutique, puis regarder ce que les gens, combien de sacs qui rentrent puis qui sortent, je dirais, du restaurant. Ce n'est pas les deux bons exemples, mais de l'industrie, d'aller y travailler, d'aller chercher l'expérience, de voir ce qui se passe. D'aller chercher des données très informelles, je dirais aussi. Ça vaut de l'or aussi, effectivement, avant de commencer à approcher des clients. Avoir des produits, avoir des services qui sont bêta, alpha, je dirais. J'ai vu des entrepreneurs arriver avec des bouts de papier, mais j'étais comme 3 bouts de papier, puis je regardais ça, je me disais, wow, votre concept est vraiment bon de ce côté-là. Puis c'est ce qu'ils venaient voir. OK, si on développe ça, tu vas dire là, ouais, je ne peux pas vous le promettre, mais je peux vous dire que c'est admissible, qu'on va aller de l'avant, puis c'est un projet qui est intéressant de ce côté-là. Je ne suis pas là pour décider, mais je vais vous aider à monter le projet si vous avez besoin de financement chez nous de ce côté-là. Fait que c'est ça. Fait que, le sondage vient ajouter, mais le côté observation, le côté d'aller beaucoup plus loin, de tester encore davantage dans vente. Tu mets un premier, puis présentement, j'ai beaucoup de projets de vente de vêtements en ligne de ce côté-là. OK, c'est une tendance, à vêtements en ligne pour les raisons qu'on connaît. Mais des entrepreneurs qui ont déjà créé leur collection, qui ont déjà dit, bon, j'ai fait faire une centaine de produits dans les trois gammes en question, puis c'est mon argent que j'ai mis. Puis, OK, c'est mes amis, c'est des gens autour de moi qui l'ont acheté. Je suis allé chercher du feedback sur ça.
Ça, c'est un vrai sondage, tant qu'à moi. Ça, c'est un sondage qui en dit long. Puis pas juste amis, mais davantage plus loin, parce qu'ils ont commencé leur premier site web et autres de ce côté-là. C'est ça. Ça vaut. Nous, c'est ça score élevé, je dirais, dans l'étude de marché. C'est des chiffres réels. Changer l'étude de marché pour un test de marché, oui. Ça vaut de l'or en bas. Il n'y a pas rien que tu vas sortir de Stade Canada qui va être capable de nous enseigner autant que ce que tu images. D'être capable de partir petit, de vendre des petits lots, même si ça a généré 800-900 $ à l'autre bout. Mais ça prouve qu'il y a quelque chose et que ça vaut la peine d'aller un peu plus loin. Des fois, c'est de pas attendre d'avoir le produit parfait puis de commencer à aller chercher ses clients parce que souvent, des fois, les gens vont attendre d'avoir quelque chose de parfait en main pour après ça pouvoir aller chercher le financement, le produire en masse, puis après ça, aller chercher des clients. Mais là, on comprend qu'il y a 3-4 étapes avant les clients, ce qui n'est pas nécessairement la bonne stratégie. L'équilibre est toujours quand même fragile dans le sens où il y a quand même un risque de se brûler aussi dans le marché avec un produit X ou une méthode de faire X qui n'est pas au point puis qui apporte, je dirais, une expérience au consommateur qui n'est pas plaisante. L'idée, c'est de tester avec, oui, quelque chose qui est, somme toute, sans dire embryonnaire, mais quand même assez avancé, mais d'y aller avec aussi une certaine qualité. L'équilibre est quand même des fois fragile entre se brûler auprès d'un client ou l'épater. C'est important de ne pas manquer la première impression. Puis du point de vue financement, pour revenir un petit peu au thème de base aussi, c'est que pour l'entrepreneur, c'est prendre un risque de mettre 500, 1000 $, 1500 $ au départ, puis d'essayer. C'est beaucoup moins élevé que d'aller chercher un financement, de se lancer, d'avoir un produit qui dit complet, puis que là, il vient d'aller chercher un 50 000 $, puis ça ne fonctionne pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne vend pas. C'est pour ça que je parle de clients. Non, oui, c'est plate de mettre ce 500 puis ce 1500 $-là, puis ça ne fonctionne pas. Tout le monde ne veut pas ça, mais il faut encore moins dire que j'ai une dette sur le dos parce que je suis allé me financer, je suis allé me chercher un prêt, marge de crédit, financement X, Y, Z, puis j'en vends peu ou j'en vends pas. Là, le risque a été beaucoup plus élevé du côté de l'entrepreneur puis du financier aussi. Puis c'est ça que nous, on ne veut pas pour les deux parties, à quelque part. Là. C'est comme... fait que c'est un petit investissement qui te permet de t'ajuster, puis c'est le processus d'essai, ajustement et amélioration, je dirais, qui est très, très nécessaire, qui t'améliore l'étude de marché. C'est intéressant. Ça revient un peu à ce qu'on disait au départ, là, de savoir pourquoi je veux financer mon projet. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si je suis capable de faire avec 500 ou 1000 $ un test, puis de voir est-ce que c'est le potentiel, puis là, là, il y a un potentiel, je vais aller chercher du vrai financement. Mais là, je sais pourquoi je vais chercher du financement. C'est pour, par exemple, aller produire plus d'unités ou pour pouvoir aller me payer un local. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait au départ, c'est que la raison derrière laquelle je finance, c'est pas juste de dire je finance, j'ai un produit parfait, puis je vais faire des ventes. C'est comme pas magique comme ça. C'est pas parce que j'ai eu du financement que tout d'un coup, les clients vont apparaître finalement. Bien, Pierre, il disait beaucoup d'attitude puis d'aptitude. Je pense que c'est beaucoup ça, je pense, de ce côté-là. C'est comme ça. C'est notre métier, on a le pif pour ça, je dirais, et puis on est capable de voir effectivement ce qu'on. Un entrepreneur qui en est là ou qui n'en est pas là. Ça se voit de façon instinctive, je vais dire, notamment. Mais plus que ça, en analysant et en passant à travers nos grilles d'évaluation, d'analyse de dossier, on est capable de voir quelles vont être les choses à considérer et à améliorer. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que Pierre, Stéphane, vous voulez faire un petit mot de la fin avant qu'on se laisse pour la fin de la journée? Pour ma part, Carl-André, merci beaucoup de l'invitation. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de discuter tous ensemble puis de parler financement. Donc, un grand merci pour l'invitation puis en espérant recollaborer avec vous dans le futur rapidement. Effectivement, mais merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Ben oui, effectivement, moi aussi, je vais dire la même chose. Puis Maxime l'a mentionné, il y a eu des très bonnes idées ici, très bons points de vue. J'espère que vous allez pouvoir vous en inspirer. Merci, Carl-André, d'avoir développé, je dirais, cette façon de faire-là qui est très, très intéressante et que les gens vont sûrement se nourrir. Comme mot de la fin, moi, je lancerai aussi, contactez-nous. Moi, je dis toujours, on est une porte d'entrée. C'est tournant. Si ce n'est pas nous, on va vous référer au bon.
à la bonne personne qui est au bon moment de votre projet d'entreprise. On n'est pas là du tout pour vendre nos services. On n'est pas à commission, même pas du tout. Au contraire, on est vraiment plus là pour vous aider. Un peu comme vous allez chercher toutes autres sortes de ressources. Donc, ça nous fait plaisir de vous trouver parce qu'on se connaît, parce qu'on est bien réseauté de façon générale, de vous envoyer au bon endroit, au bon moment aussi. Excellent, merci beaucoup. Donc, effectivement, j'encourage les gens à contacter les différents organismes qui pensent pouvoir financer leur projet. Si jamais ils voient quelque chose, au moins, juste prendre l'initiative de contacter puis de vérifier, comme on disait, c'est qu'est-ce que ça implique ce financement-là, à quel moment dans mon parcours, pour quelles raisons est-ce que c'est pertinent, puis de faire des choix éclairés en fonction de ça et non pas, comme Pierre disait tout à l'heure, de dire j'ai besoin de financement pour hier. Et tout est à faire. Donc là, on embarque dans une logique où on est un peu plus pressé, puis on peut faire, j'ai envie de dire, un peu n'importe quoi à travers ça. Donc, de bien se préparer, de bien planifier, de voir ces enjeux-là venir dans le temps. Je pense que vous l'avez quand même bien mentionné, là, de voir les prochaines étapes s'en venir pour savoir qu'est-ce que je vais avoir besoin dans le futur. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Encore, merci beaucoup, messieurs, là, de votre présence, de votre expertise et d'avoir accepté de leur dire de partager un peu toute cette expertise-là là, au grand public. Donc, merci encore. Puis, n'hésitez pas à contacter soit moi, Pierre, Stéphane, Maxence aussi, là, au niveau de la recherche de données, ressources entreprises, là, ça reste un incontournable à Québec. Donc, n'hésitez pas à faire appel à tous nos services. Comme le dit Stéphane, on est là pour aider puis pour référencer si ce n'est pas nous qui avons la réponse à votre question. Merci. Merci de votre temps. Merci à vous. Bonne fin de journée, messieurs. Bonne fin de journée. Bye-bye.